16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur de récits, de documentaires et de podcasts, notamment pour Arte Radio ou encore Lina, auteur du livre Isaac, une enquête familiale autour du silence qui a suivi la Shoah en France chez Grasset. Un télo revendiqué, même si elle n'aime pas trop ce mot. Léa Weinstein vient de sortir son deuxième ouvrage, J'irai chercher Kafka, dont elle est experte, sorti aux éditions Flammarion. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05 sur Rennes et vous verrez qu'il y a encore des synchronicités dans cette émission. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J et en direct. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Léa Weinstein. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vous le disais en off, de vous avoir avec moi aujourd'hui en direct. Je tiens d'abord à remercier Judith Cohen-Solal qui m'a dit jeudi, il faut que tu rencontres Léa. Et donc ça s'est fait in extremis et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de ce livre J'irai chercher Kafka. Et j'espère que nos auditeurs auront la même joie, même si aujourd'hui, je crois que sur notre antenne, c'est Radio Léa. C'est ça. J'ai pris le pouvoir. J'ai bien l'impression, parce qu'à 13h, vous étiez sur notre antenne dans une autre émission. On va alors, dans cette émission, tenter d'aller encore un peu plus loin pour découvrir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? 3 mots pour me décrire. J'aime bien le mot midinette, qui est dans mon livre d'ailleurs, et qui est pas forcément le premier qu'on attend parce que, comme vous l'avez dit, je viens de la philo et on peut me définir aussi peut-être comme une intellectuelle. Ce serait le deuxième. Donc j'aime bien la contradiction entre les deux, voilà. Et puis un troisième. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, ouais. Peut-être rêveuse. Rêveuse. Ça colle. On va voir si ça colle, en tout cas aujourd'hui, avec ce que vous allez nous dire dans cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Léa Weinstein, vous êtes née le 25 novembre 1986 à Paris. Vous êtes la fille de Laura Adler, journaliste, ancienne conseillère à la culture de François Mitterrand, qui fait notamment partie des femmes puissantes dans l'ouvrage de Léa Salamé, et d'Alain Weinstein, ancien producteur à France Culture. À 37 ans, avec un peu de recul, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, j'ai grandi dans un cadre assez radiophonique, donc vous l'avez rappelé, voilà, la radio est vraiment un univers, voilà, le studio où on est là maintenant, le micro, le casque. J'y ai été beaucoup emmenée, et puis j'ai aussi beaucoup fantasmé sur ce que c'était qu'un studio de radio, parce que pour moi, enfant, la radio, comme disaient mes parents, c'était l'endroit où ils allaient quand ils étaient pas là, en fait. Donc c'est l'endroit où je rêvais d'être pour être avec eux, mais où mes parents allaient. Et j'ai eu une enfance heureuse, assez... en fait, ça a beaucoup changé, quoi. Il y a eu des périodes très différentes avec des parents qui travaillaient beaucoup et qui, en même temps, nous ont emmenés, ma petite sœur et moi, partout où ils allaient. Donc, voilà, un peu bordélique, mais vraiment heureuse. Dans votre livre, vous parlez de votre enfance, de quelques souvenirs, à 9 ans notamment, on va y revenir bien évidemment, mais vous êtes insomniaque. Et ce n'est pas anodin de dire que vous êtes insomniaque, on va voir pourquoi, parce que c'est quand même au cœur du début et à la fin de votre livre. Et il y a notamment dans ces insomnies, dans ces rêves, la nuit, parce que vous avez dit rêveuse, un cauchemar qui revient souvent, comme une ritournelle. Ouais, alors je sais pas, Cyrielle, si vous avez des souvenirs de ce que c'est qu'un cauchemar d'enfant. On le voit après quand on a des enfants d'ailleurs, et qui peuvent avoir des genres de terreurs nocturnes ou des réveils la nuit. On voit à quel point c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est pas comme un cauchemar d'adulte qui peut nous donner des sensations très fortes, qui peut nous donner une grande angoisse, une grande peur, mais qu'on va quand même contrôler. Les cauchemars d'enfants,
ce sont des images et des situations qui vous mettent vraiment dans des états où on est au-delà de l'angoisse, où on a l'impression même physiquement de vivre ce qui se passe. Et donc, parfois, on s'en souvient longtemps parce que justement, je pense, parce que les sensations sont très fortes et donc elles nous restent. Et moi, un de mes cauchemars d'enfant qui m'est toujours resté, c'était le visage d'un homme avec un chapeau, et donc j'avais la certitude dans mon souvenir que c'était une image en noir et blanc, et d'un homme qui riait comme ça, mais avec un rire extrêmement cruel et qui me mettait dans un état littéralement de crainte. Voilà. Et c'est un cauchemar que j'ai fait à répétition, étant enfant, autour de 8-9 ans. Et en écrivant ce livre-là, mon dernier livre sur Kafka, j'ai reconstitué les choses en me demandant d'où vient cette figure dans ma vie. Voilà, pourquoi je me suis intéressée autant à lui, etc. Et j'ai essayé de retrouver, et je suis tombée sur le souvenir d'une carte postale de lui qui avait été déposée par mon père dans son bureau, dans une maison de vacances. Mais c'est qu'en écrivant là que vous avez trouvé le rapport. Exactement, que j'ai compris qu'en fait, c'était lui. C'était Kafka. C'était Kafka qui se moquait ou qui avait ce rire maléfique, un peu de dessin animé. Parce qu'il faut dire que cette carte postale que vous découvrez dans le bureau de votre père au départ, vous la voyez tomber constamment, et votre père la ramasse constamment, et vous créez une sorte de mythe autour de cette carte postale, parce que vous vous dites, s'il la rattrape sans cesse, c'est qu'elle est importante et qu'il se cache quelque chose derrière cette carte postale, et un jour, vous allez vouloir savoir. Oui, donc un jour, en effet, comme évidemment, et heureusement pour moi, à 8-9 ans, je ne sais pas qui est Kafka, donc rien n'est écrit, il y a juste son visage avec ce chapeau en noir et blanc, et en effet, dès qu'elle tombe, je vois que mon père la ramasse, et puis il l'a mise en valeur, enfin je veux dire, c'est au milieu de la bibliothèque, on sent qu'il y a une importance, que cet homme a une fonction, et moi, je pense, avec mon imagination d'enfant de 9 ans, je pense que une carte postale, ce qui est important, c'est ce qui est écrit derrière la carte postale. Donc, je veux savoir ça, sans oser vraiment lui demander. Et donc, un jour, je rentre dans le bureau quand il n'est pas là, et je décide d'aller voir ce qui est écrit derrière cette carte postale. Et puis, qui a écrit la carte postale? C'est aussi ça la question. Ça. Et là, je découvre que rien n'est écrit, que la carte postale est vierge. Ça doit être une telle déception. Enfin, vous le racontez, donc on va pas tout dire. Mais de ce jour-là, ces rêves vont arriver. Et puis vous allez, il faut le dire, tomber amoureuse de Kafka. Vous allez nouer une sorte d'idéal en lui, ou en tout cas dans sa prose, que vous allez découvrir un petit peu plus tard, et que vous allez le lire dans votre adolescence de façon cyclique. Mais pourtant, vous dites, je trouvais la métamorphose atroce. Il faut dire que certains de nos auditeurs doivent forcément se rappeler de ce livre imbitable presque quand nous étions lycéens, où il parlait de cet adolescent qui devenait un cafard. Et donc, on a du mal à comprendre pour certains. D'autres disent, on comprend très bien ce qu'il veut dire. En tout cas, vous dites, la cruauté qui en transparaissait me subjuguait. Ce cafard dont toute une famille cherche à se débarrasser, et lui qui en fait un héros, le procès, le château, la première fois m'ont ennuyé. Comment se fait-ce alors que vous nouez tout cet amour autour de Kafka qui va nourrir presque une vie ? Mais c'est comme une espèce de chanson que vous auriez entendue enfant et que vous réentendez. Et puis quand vous l'entendez pour la deuxième ou la troisième fois, vous en percevez une autre signification, ou vous vous identifiez d'une manière différente à cette chanson, vous la comprenez autrement. Je pense que en effet, cette présence de la carte postale dès l'enfance a quand même instillé quelque chose dans mon rapport à Kafka, qui a créé un mystère, c'est-à-dire pourquoi mon père, lui, donne-t-il à cet écrivain une si grande importance. Donc, mon père, vous avez rappelé qu'il était producteur de radio, mais il est aussi écrivain. Alors je pense que dans mon questionnement sur mon père,
il est devenu la figure de l'écrivain, comme une espèce de statue du commandeur. Donc dès que je le revoyais, et il se trouve que je l'ai assez vite revu parce que j'ai fait allemand première langue. Alors à l'époque on disait première langue, deuxième langue, je sais plus, je crois que c'est LV1. LV1, voilà, je sais plus comment. Et donc les meilleures classes à mon époque au lycée étaient les classes allemand LV1. Maintenant avec les options, je crois que ça a changé. Mais voilà, si on faisait de l'allemand en LV1, on avait la garantie d'être dans une bonne classe. Donc ma mère avait décidé que je ferais de l'allemand. Ce qui n'était pas du tout dans mes plans personnellement. Et donc, je me suis retrouvée à faire de l'allemand. Et en fait, quand vous faites de l'allemand, Kafka écrivait en allemand. Donc, très vite, dès le collège, en fait, vous êtes amené à étudier ces textes. Et donc, un jour, au collège, en feuilletant mon manuel en cours d'allemand, en m'ennuyant à un cours d'allemand, je retombe sur la photo, voilà, la fameuse photo. Et là, je vois qu'il écrivait en allemand, mais je vois aussi qu'il est juif. C'est la première fois que je le vois écrit. Et donc, voilà, ça va évidemment aussi expliquer pourquoi je vais le retrouver, le recroiser, le re-questionner, parce qu'il y a quelque chose qui, en miroir, va se poser à moi dans mon questionnement, dans ma quête, à la fois familiale et personnelle, sur le judaïsme et que faire du judaïsme et comment faire avec ça. Et alors, on va s'arrêter là parce que ce sera peut-être la fin de cette émission, ce qu'on est en train de se dire. En tout cas, peut-être poursuivre des traces d'écrivains, je ne sais pas. Vous devenez auteur de récits et de documentaires et après donc une thèse de philosophie qui est sur Kafka, qui s'appelle « Les philosophes lisent Kafka ». Kafka vous délaisse un temps. Ce n'est pas vous qui le délaissez, mais c'est lui. On vous demande même « et Kafka ?» et vous répondez « c'est loin derrière moi », comme si vous parliez d'un ex. Ça m'a vraiment fait sourire. Et puis, nous allons transitionner, Léa Weinstein. Vous allez vous diriger vers la radio, vous allez travailler pour Les Pieds sur Terre, une vie, une œuvre sur France Culture, et puis vous signez des podcasts pour Arte Radio, la radio de papa. Et puis, plus récemment, un podcast qui m'a interpellée énormément. On va faire un grand écart, mais on va voir que finalement, peut-être qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, en tout cas dans l'imaginaire. Dalida et moi, et Dalida et vous, peut-être comme Kafka et vous, c'est une grande histoire d'amour. Oui, ça n'a pas rien à voir. J'aime beaucoup cette histoire de montagne. C'est vrai que ils se rencontrent dans mon imaginaire, en tout cas dans le rapport comme ça que je vais développer à eux. Alors Dalida, c'est autre chose, c'est une autre partie de moi, quoique, parce que voilà, je pense que le point commun, c'est que dans Dalida et je pense dans Kafka, il y a tout, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez y entrer par des entrées extrêmement différentes. Et Dalida, on peut y entrer par la question du suicide, de la mélancolie, et donc par un questionnement métaphysique complexe. C'était une personnalité très complexe. On peut y entrer par le disco, par les paillettes, par l'univers du cabaret, voilà. Donc la question, c'est comment tout ça va se rencontrer. Et je pense que même si c'est pas quelque chose qu'on dit souvent sur Kafka, je pense que Kafka, on peut aussi y entrer par différents biais. On peut y entrer, bien sûr, par un questionnement métaphysique. Voilà, qui est ce cafard dont toute la famille cherche à se débarrasser? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la porte de la loi, la fameuse porte de la loi qu'on trouve chez Kafka? Mais on peut aussi y entrer par les lettres à Milena, par exemple, qui sont parmi les lettres d'amour les plus belles au monde et qui ont aussi une forme de légèreté. Au départ, vous ne vous intéressez pas du tout à Dalida, ce qui n'est pas le cas pour Kafka. Rien ne vous prédestinait à vous prendre même de passion pour elle. Mais vous sentez que la chanteuse mythique décédée l'année de votre naissance cherche, elle, à entrer dans votre vie pendant un été tout entier. Je pense que c'est l'été 2018, c'est ça, avec plusieurs événements intimes. D'abord, ça commence par une soirée
dans un cabaret de Pigalle. Ça s'aggrave avec la tentative de suicide d'une amie à vous proche. Puis ça se confirme avec une robe de mariage de votre sœur. Et cet été, là, il y a Dalida qui arrive dans votre vie et qui prend beaucoup de place. Alors qu'au départ, il faut dire que vous la considériez comme une icône disco dépassée. Et pourtant, vous vous êtes mise à vouloir tout savoir à la rencontre de plein de spécialistes. Oui, en effet, elle est arrivée beaucoup plus par hasard, en effet, Dalida, dans ma vie. Et je l'ai entendue comme ça, à différents moments, mais comme si, en effet, elle venait frapper à ma porte, ou comme si elle avait quelque chose à me dire qu'il fallait que je puisse entendre. Et j'ai commencé à beaucoup l'écouter, à regarder plein de vidéos de concerts, puisqu'en effet, donc elle est morte l'année où je suis née et il n'y avait aucune rencontre possible. Mais j'ai commencé à vraiment vouloir tout savoir. Et surtout, je suis tombée sur ce phénomène des fans, qui me fascine parce que je pense que j'ai un peu ça en moi, on commence à le comprendre. Mais, et ça m'intrigue vraiment. C'est-à-dire savoir... qu'est-ce qui fait qu'on va parfois aller très très loin dans la fascination, dans l'amour pour quelqu'un qui fait pas partie de notre vie à l'origine, et comment quelqu'un peut entrer dans votre vie. Voilà, qu'est-ce qui se joue dans ce rapport-là entre deux personnes qui apparemment sont pas du tout sur un pied d'égalité, puisqu'il y a un rapport de fascination, mais qu'est-ce qui se joue? Et donc, j'ai décidé d'aller à la rencontre de différents types de fans de Dalida, tous très différents, et qui m'ont tous parlé d'elle, du coup, de manière très différente. Donc, chaque épisode de la série est une rencontre avec l'un d'entre eux. Et donc à travers, j'ai envie de dire, une approche extrêmement sensible que moi j'ai adorée. Je vous avoue avoir tout écouté, tout mangé ce week-end. On s'y prend, voilà, ça s'écoute très facilement, c'est toujours 15-16 minutes. C'est grosso modo une année d'enquête dans un podcast en 5 épisodes qui sont consacrés à Dalida sur Arte Radio et qui vous vaut les lauriers de l'audiovisuel. On va écouter un teasing. Dalida et moi n'aurions jamais dû nous rencontrer. Léa Weinstein, bonjour, vous êtes spécialiste de Kafka. En tout cas, voilà. Avant cette année 2019, je n'avais jamais vraiment écouté Dalida. Et voilà que depuis quelque temps, j'ai une drôle d'impression que Dalida m'a rattrapée. Elle allait devenir une obsession. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idole LGBT ? La star orientale, la suicidée maudite. Cette femme aussi belle avec ses cheveux d'or, qu'étrange avec cet œil qui louche. Mais moi, je préfère pour ne pas vivre seul. J'ai rencontré un travesti qui m'a appris la différence entre strass et paillettes. J'ai interviewé un exilé du Maroc qui m'a expliqué ce qu'est la mélancolie arabe. Je me reconnais en elle, comme ça aussi, comme une histoire de l'immigration, d'un immigré. Et j'ai même chanté Dalida avec un philosophe traduit dans le monde entier. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'ai passé pas mal de temps à chanter dans ma voiture et à errer sur YouTube en pleurant. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter vers elle, dans ses bras, et de pleurer avec elle. Peut-être que c'est pour ça que les gens écoutent encore aujourd'hui Dalida. En fait, j'ai vécu 1 an moi aussi avec Dalida. 1 an avec Dalida. Et je voulais savoir, Léa Weinstein, quel bilan vous avez tiré de cette année-là et pourquoi finalement on aime tant Dalida encore aujourd'hui, pourquoi elle fascine encore dans le monde entier. Quel est votre bilan ? Je pense qu'elle se donne totalement. Et je pense que c'est ça qui fascine les gens et qui rencontre quelque chose en nous. Elle se donne. Ce n'est pas qu'elle donne, c'est qu'elle se donne de manière aveugle, totale, quand elle chante. Et donc, elle crée cette rencontre extrêmement intense avec son public quand la rencontre se produit, elle dure parce qu'il y a une intensité de don que parfois, même avec, je pense, des amis, des gens de votre famille, vous ne connaissez pas. Et elle a ce don total, aveugle, qui certainement l'a tuée, je pense.
Vous dites entre ultra-féminité et androgynie pour le premier point, peut-être les comparatifs que l'on peut faire avec nous-mêmes, une mélancolie malgré les strass et la paillette, un parcours de femme orientale exilée, une malédiction qui semble planer sur ses relations amoureuses et aussi vous dites qu'elle est très loin d'être ringarde, contrairement à vous qui le pensiez au départ, même je crois que vous la confondiez avec une autre chanteuse au tout début. C'est aussi une histoire du transgenre, de l'immigration et même une cougar avant la lettre. J'ai trouvé ça très intéressant et alors, en écoutant ce podcast, une réflexion, est-ce que finalement, en aimant Dalida, on n'est pas un de ces traits que nous venons d'évoquer? Et si oui, quel est le vôtre? Je pense que la mélancolie dans les paillettes, la mélancolie avec les paillettes est quelque chose qui me va aussi. C'est la robe de mariage de votre sœur que vous avez portée. Voilà, j'adore les paillettes de toutes sortes. Que ce soit dans le maquillage, dans les ongles ou dans les robes. À ne pas confondre avec les strass, puisqu'on vous a expliqué que c'était différent. Ça c'est très différent, puisque j'ai rencontré, en faisant cette série, j'ai rencontré un travesti qui s'appelle Lulu, et qui est donc une sorte de sosie de Dalida, si vous voulez, qui joue un numéro de Dalida et qui m'a montré les robes, les différentes robes, etc. Et donc quand je lui ai dit j'adore celle-ci avec les paillettes, il m'a dit oh là là, non mais c'est pas du tout des paillettes. Assieds-toi, on va tout reprendre à zéro. Donc ce sont des strass. Voilà, les strass c'est quand il y a des tubes en fait. Il y a quelqu'un qui a une réponse sur pourquoi on aime tant Dalida, pourquoi elle a perduré. Et j'aimerais qu'on écoute la réponse de son frère Orlando. Malgré son physique qui imposait beaucoup, c'était une femme dont la vie, très simple. Si le public a gardé cet amour, cette fidélité, c'est parce que Dalida n'a jamais triché. Et vous savez qu'avec la télévision, on rentre chez les gens. Et si quelqu'un triche, les gens le sentent. En plus, on ne peut pas faire carrière et durer pendant tant d'années si on n'est pas foncièrement sincère avec son public, sincère avec eux. Elle a d'ailleurs partagé tout avec elle, ses bonheurs, ses malheurs, voilà. Et c'est pour ça que, je veux dire, il y a deux chanteuses simplement qui ont eu ce partage avec le public, c'est Piaf et Dalida. Voilà pour la réponse d'Orlando. On reste ensemble, Léa Weinstein, pour la deuxième partie de cette émission. Vous venez nous parler de votre ouvrage J'irai chercher Kafka, et même si on l'a évoqué, eh bien on s'y intéresse bien plus grandement en deuxième partie d'émission dans ce livre J'irai chercher Kafka, sorti aux éditions Flammarion. Et dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent également. Vous restez avec nous, tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal a lancé une nouvelle opération dans l'hôpital Shifa de Gaza City dans la nuit. Plus de 80 personnes ont été arrêtées par l'armée israélienne sur place. Les militaires évacuent également les femmes et les enfants de l'établissement. Une délégation israélienne représentée par le chef du Mossad est aujourd'hui au Qatar pour s'entretenir avec le Hamas dans le cadre des négociations pour la libération des otages. Les échanges pourraient durer 2 semaines d'après Al Jazeera. La Jordanie accuse Israël de faire mourir de faim des enfants et de prendre en otage plus de 2 millions de Palestiniens. Elle réclame des poursuites contre l'État hébreu pour crimes de guerre. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté plus de 87% des suffrages lors de l'élection présidentielle en Russie. Il s'agit de son meilleur résultat à l'issue d'un scrutin où l'opposition a été écartée. Enfin, l'Élysée reçoit ce soir le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, à l'occasion des 80 ans de l'institution. Un anniversaire célébré dans un contexte de hausse des actes antisémites en France. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Léa Weinstein et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Si je vous dis Purim, vous dites Matanot Laevionim. Et si je vous dis Matanot Laevionim, vous dites Va'adarabanim. En donnant au Va'adarabanim, votre don sera redistribué le jour même de Purim, en toute discrétion, aux familles les plus nécessiteuses d'Israël, par la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, un don 100% Tzedaka. Plus de 6000 familles attendent votre aide. Alors n'attendez plus. Faites votre don par téléphone au 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadarabanim.org pour Imsameach. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi en direct avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Léa Weinstein, pour son ouvrage J'irai chercher Kafka, sorti aux éditions Flammarion. Et avant d'en parler, un premier livre, Isaac, que vous aviez sorti, une enquête familiale autour du silence qui a suivi la Shoah en France, paru chez Grasset en 2019. Et vous vous êtes intéressée, Léa Weinstein, au témoignage, à la mémoire, à la transmission aussi. Le mémorial de la Shoah à Paris vous a même confié en 2021 une exposition intitulée La Voix des témoins, un extrait. D'abord, ce qui était extraordinaire, c'est que nous soyons toutes les trois entrées dans le camp. Parce que, nous étions dans le même wagon et nous sommes descendus ensemble. J'étais, je dirais, à la limite d'âge inférieure et maman était à la limite d'âge supérieure. Et il y avait peu de femmes ayant plus de 40 ans. J'étais emmenée dans les chambres à gaz. L'année suivante, Léa Weinstein, en 2022, vous écrivez pour Lina, le podcast, très bon podcast Simone Veil, Seul l'espoir apaise la douleur, qui se poursuit également désormais sous la forme d'une collection, avec notamment Marceline Loridan. On arrive dans la nuit avec des témoignages inédits. On écoute encore. C'est au milieu de la nuit. Oui, il doit être, je sais pas, minuit, 1h du matin. Enfin, le train s'arrête brusquement. Très vite, les portières s'ouvrent puisque ce sont des wagons à bestiaux. Des gens en pyjama rayés qui se précipitent, qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens. Il y a le tatouage. Le tatouage, ça ne fait pas mal. Mais enfin, on se dit, si on est tatoué, c'est que on n'est plus considéré comme des numéros, mais surtout, c'est que on n'est pas destiné à sortir d'ici. Je peux dire que c'est très étrange de le dire comme ça. Je sais pas très bien comment le raconter, mais j'ai toujours fonctionné comme si j'étais pas sortie du camp. Et aussi, le fonctionnement dans la vie. Se démerder. Parce qu'il y a devant toi tellement de fils barbelés qu'il faut franchir. Se démerder pour exister. Être fort, être obstiné. Vous voyez ? Voilà pour les mots de Marceline Loridan. Et puis l'année dernière, 6 épisodes de la première saison de À la trace, disponible sur Ocha. Vous venez de publier Léa Weinstein et on comprendra pourquoi cette progression dans l'émission aujourd'hui. J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire sortie aux éditions Flammarion. Et tout d'abord, j'allais vous dire pourquoi cet attrait si tôt pour Kafka. Finalement, nous avons résolu cela en début d'émission. Et on se souvient bien évidemment de ces ouvrages comme La Métamorphose. On se souvient de plusieurs livres que vous n'avez pas forcément aimés au départ, mais aujourd'hui il y a cette forme de fascination que nous avons compris dans cette émission. Certains disent que c'est incompréhensible, d'autres le contraire, je l'évoquais tout à l'heure, mais quel est votre avis sur cette question finalement ?
Je pense que si on continue de lire Kafka aujourd'hui et de l'étudier en classe et depuis que le livre est sorti, je m'aperçois en fait à quel point il existe quand même pour les gens. C'est-à-dire que les gens que je rencontre aux signatures, etc., ont un vrai questionnement sur lui ou ont une image de lui. Il existe encore, alors qu'il est mort il y a 100 ans, alors qu'il est mort en ne voulant pas qu'on lise son œuvre, puisqu'il a laissé ce testament, on va peut-être y revenir, demandant de tout détruire. Donc pourquoi est-ce qu'il existe ? Pourquoi est-ce qu'il est resté ? À mon avis, parce que ces histoires sont incompréhensibles, comme vous dites, mais d'une incompréhension qui nous reste. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, mais on veut comprendre. On veut interpréter. J'ai travaillé cette émission et forcément je suis tombée sur plusieurs choses, notamment Philippe Besson, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans La Grande Librairie, qui disait que pour lui c'était le pire auteur. C'était terrible pour lui de savoir ce qu'il avait fait de ses écrits. Mais c'est intéressant de voir avec quelle fascination, entre guillemets, avec quelle critique, puisqu'il est critique littéraire, Besson, il parle de Kafka. Donc finalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il interroge. Et c'est peut-être en ça que la fascination reste chez les uns et les autres, parce que c'est un livre qui marque la métamorphose, par exemple. Oui, c'est quand même un livre qui, en effet, raconte l'histoire d'un homme qui, un beau matin, se réveille transformé en... Alors, on dit cafard, mais en fait... Un insecte monstrueux. Le mot allemand est beaucoup plus mystérieux lui-même que ça. Il est pas aussi précis que cafard, mais enfin, c'est une sorte de parasite, quoi. Et donc, il a été dit dans cette émission de La Grande Librairie, d'ailleurs, qui moi, m'a scandalisée par ailleurs, parce que il a été dit que la métamorphose, c'était un livre qui avait vraiment aucun intérêt et qu'on comprenait pas bien pourquoi. C'est Faiza Again qui dit ça. Elle dit, moi, j'ai jamais compris pourquoi on en fait autant sur cette histoire. Bon, c'est juste un mec qui veut pas aller bosser et qui serait bon. Alors que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et je pense que ça répond encore à la question d'avant. C'est que si ça va beaucoup plus loin, c'est parce que on peut répondre de 1000 façons. On ne sait pas de quoi ça parle exactement. Pourquoi un insecte ? Pourquoi est-ce que ça arrive le matin au sortir d'un rêve agité ? C'est ça la première phrase. Donc, est-ce qu'on est encore dans son cauchemar ou est-ce qu'on est dans la réalité ? Si Kafka écrit qu'on est au sortir de son rêve, c'est qu'il veut bien nous signifier qu'on n'est pas dans un cauchemar, mais dans une réalité. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail ? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la famille ? Comment un élément de la famille comme ça peut être d'un coup rejeté par tout le monde. Donc ensuite, étant donné qu'il est devenu un cafard, qu'est-ce qu'ils veulent faire les autres personnes de sa famille ? Ils veulent s'en débarrasser. Donc ils le mettent dans une pièce qui devient un peu la pièce des poubelles et des détritus. Pareil, qu'est-ce que ça dit sur notre rapport aux déchets ? Qui sont les déchets de la société ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi on les rejette ou on les met ? Ce qui est intéressant chez Kafka, c'est qu'il y a plusieurs lectures possibles. Et en effet, au partir de l'absurde, c'est une critique sociale aux multiples lectures possibles qui mêlent plusieurs thématiques économiques, sociétales et questionnements sur le tout à chacun, le déclassement, la dépendance, la solidarité familiale, la solitude, la mort. Quand on cherche un petit peu, on s'en rend bien compte. Cette année, Léa Weinstein, à l'occasion donc des 100 ans de sa mort, un hommage que vous avez quelque part décidé de lui rendre en faisant une enquête littéraire qui est née pendant le confinement, alors que vous pensiez que Kafka vous avait quitté, il est revenu vous chercher. Oui, il est revenu me chercher et pas à n'importe quel moment, parce que je pense que le confinement est un moment où chacune d'entre nous a, dans cette espèce de repli, on s'est replié sur les choses qui comptent vraiment. Et puis il y a eu des hasards aussi, il y a eu une nouvelle traduction, on m'a demandé d'écrire un papier sur cette nouvelle traduction, donc je me suis replongée dans son journal. Et puis, j'ai l'impression que c'est un écrivain qui nous parle aussi de l'enfermement, justement. Et donc, à ce moment-là, il est revenu de manière assez puissante, parce qu'on en était tous là à se demander combien de temps on allait rester. C'est ça. Comme ça. Et vous le dites alors que certains sont morts de problèmes respiratoires. Lui meurt de la tuberculose. Et vous remarquez dans vos lectures le mot
étouffement à plusieurs reprises. Oui, et ça vous frappe, ça aussi? Ça me frappe, en effet, parce que c'est un moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on entendait tout le temps détresse respiratoire, si vous ressentez les symptômes d'une détresse respiratoire, etc. Et s'il y a un écrivain de la détresse respiratoire, je pense que c'est bien Kafka qui, en effet, parle de respiration et d'étouffement en permanence, et qui, concrètement, à la fin de sa vie, il est mort jeune, puisqu'il est mort à 40 ans, de la tuberculose, et à la fin de sa vie, il a perdu sa voix. Ses cordes vocales ont été infectées, donc après la gorge, et il pouvait plus parler. Donc il a écrit sur 2 petits bouts de papier qui vous ont obnubilé. Oui, et à ce moment-là, donc pendant le confinement, je découvre. Quand on travaille sur Kafka, en gros, on apprend assez vite qu'il a voulu détruire son œuvre. Donc, il a laissé un testament à l'attention de son meilleur ami qui s'appelait Max Brod, lui demandant de brûler l'ensemble des manuscrits et de surtout pas les publier. Bon. Sauf que à ce moment-là, au moment de cette nouvelle traduction, etc., je découvre et je lis aussi des articles de presse venant d'Israël, et c'est là que l'enquête va vraiment commencer. Je découvre qu'en fait, il s'agissait de manuscrits, de 2 bouts de papier, qu'il y a 2 versions différentes de ce testament, que Kafka a donc écrit selon toute vraisemblance à 2 moments différents de sa vie, qui disent à peu près la même chose, mais pas tout à fait de la même façon. Et que donc, en fait, tout ce qu'on a lu de Kafka, on l'a lu édité par Max Brod, qui le trahit, donc, mais qui aussi l'édite, c'est-à-dire choisit quel titre on va donner au livre, quel titre on va donner au chapitre, etc. Et que donc, en fait, aujourd'hui, si vous lisez Kafka, vous avez 2 éditions possibles. L'édition qui a été établie par Max Brod ou l'édition qui est en train d'être faite depuis que les manuscrits ont été rassemblés, donc ça fait l'objet de l'enquête, pourquoi, où ils ont été rassemblés, etc. Mais en tout cas, maintenant qu'on a les manuscrits, donc la matière première, on peut rétablir une édition d'après les papiers de Kafka en essayant de gommer l'intervention de Max Brod. Max Brod qui était quand même son agent littéraire. Aujourd'hui, on dirait ça. Oui. En quelque sorte. En tout cas, ils étaient amis, ils étaient proches. Max Brod était même plus connu de son vivant que Kafka jusqu'alors. Et donc, ce petit papier, si je comprends bien, il est dit « Quand je dis que ces 5 livres et ce récit sont valables », je crois que c'est ce qu'il dit sur ce papier, « cela ne signifie pas que je souhaite qu'ils soient réimprimés et transmis au temps futur. S'ils pouvaient au contraire être entièrement perdus, cela correspondrait à mon désir. » C'est quand même très compliqué de savoir ce qu'il veut faire. Et alors, ce mot est décliné en 2 versions, une crayon papier et une autre à l'encre, peut-être pour changer d'avis. Mais alors, la question est celle-ci, Léa Weinstein. Si Kafka voulait vraiment que ses écrits disparaissent, pourquoi ne les a-t-il pas brûlés lui-même ? C'est exactement la question que je me pose, que je continue de me poser. Je pense, et alors... Là, il y a quand même quelque chose qui a changé depuis que j'ai fait l'enquête, c'est-à-dire depuis que j'ai vu les manuscrits, parce que je les ai eus entre les mains, ces 2 bouts de papier finalement. Et en fait, j'ai vu aussi comment, puisqu'en fait, ils sont arrivés, disons, pour simplifier, de l'appartement de Max Brod. Donc, on les voit tels que Max Brod les avait arrangés, etc. Et on voit par exemple qu'il les a tapés à la machine. Donc il y a les originaux écrits de la main de Kafka, etc. Et puis dans la même pochette, vous avez Max Brod qui a tout retapé à la machine. Et donc je me dis c'est quand même très particulier aussi de sa part à lui d'avoir non seulement pas respecté, trahi est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas il a quand même pas respecté quelque chose qu'on lui demandait de manière très claire. C'est ça. Et puis finalement cette œuvre littéraire, elle bénéficie d'argent. Donc cet argent finalement allait-il à Max Brod ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'a pas bénéficié justement en publiant ces manuscrits de quelque chose, d'argent ? Oui, d'argent. Alors comme Kafka n'avait pas eu d'enfant, en plus la question des ayants droit est très complexe. Voilà. Donc il y avait un neveu parmi les enfants des sœurs, mais bref, parce que, et peut-être qu'on en parlera après, mais d'ailleurs, pourquoi
Kafka est... Alors, pourquoi Kafka est mort sans enfant ? D'abord parce qu'il n'a pas voulu se marier ou pas réussi à se marier. Ensuite, parce qu'il est mort à l'âge de 40 ans. Et puis, pourquoi il n'a pas d'ayant droit alors qu'il avait quand même 3 sœurs qui, elles, ont eu des enfants ? Parce que c'est une famille qui a été ensuite décimée par la Shoah. Et donc ça, c'est une autre dimension de l'histoire qui est quand même très importante. Pourquoi l'histoire, finalement, ce deuxième sauvetage de l'œuvre, il a lieu grâce au fait que Max Brod quitte Prague pour aller s'exiler à Tel Aviv au moment où les nazis arrivent, donc pile in extremis, quoi, au dernier moment, en emportant les manuscrits de Kafka à ce moment-là. De Prague à Tel Aviv, vous partez alors sur les traces des manuscrits de Kafka qui vont vous faire voyager. Léa Weinstein, vous l'avez dit, jusqu'en Israël où vous remontez la piste de ces manuscrits qui m'ont fait sourire parce qu'ils vont se retrouver chez une dame qui gardait finalement jalousement ce trésor, et vous dites les manuscrits de Kafka sauvés du pipi de chat. Racontez-nous ça. Mais c'est vrai, hein, j'ai rien inventé, c'est complètement vrai. C'est pas une façon de parler, quoi. Ils ont vraiment été dans le pipi de chat. Alors, c'est une histoire assez complexe. Je vais essayer d'aller un peu vite et puis de pas tout dévoiler. Mais Max Brod, décide de publier Kafka et en fait va abandonner progressivement son œuvre à lui. Comme vous le rappeliez, il était plus connu que Kafka à l'époque, mais il va se consacrer entièrement à publier les œuvres de Kafka. Puis la guerre arrive. Les nazis envahissent Prague. Max Brod comprend avec sa femme qui sont véritablement en danger de mort et donc ils partent. Ils font partie de ceux qui ont des visas d'émigration pour la Palestine. Ils partent pour Tel Aviv et puis là ils recommencent entièrement leur vie. Mais le chantier de publication de Kafka, lui, il continue à ce moment-là. Et Max Brod va se faire aider par une femme qui s'appelle Isle Esther Hofe, qui est une émigrée comme lui d'Europe centrale, qui comme lui refait sa vie à ce moment-là en Palestine et qui va l'aider à publier, à mettre de l'ordre, parce qu'en fait, je veux dire, les papiers de quelqu'un qui pensait que tout allait être brûlé, concrètement, c'est un désordre monumental. Donc, il faut des années pour mettre de l'ordre, pour établir des éditions, puis convaincre les éditeurs, puis convaincre les traducteurs, etc. Ce que Max Brod arrive très bien à faire, puisque Kafka devient peu à peu Kafka. Il est aidé par cette femme qui va devenir donc à la fois son assistante, et puis il y a une histoire d'amour qui va naître entre eux, même si c'est un amour clandestin. Et donc, il va léguer, deuxième testament de l'histoire, il va léguer quand lui va mourir. Max Brod meurt à Tel Aviv en 1968, il va léguer le fonds Kafka qui est le sien à cette femme. Et cette femme, elle va ensuite à son tour le léguer à sa fille, qui donc là, elles n'ont pas connu Kafka, enfin elles l'ont jamais connu, etc. Mais les manuscrits représentent quand même un trésor familial qui est lié à la figure de Max Brod. Et puis moi, je pense que aussi ça représente un monde disparu pour elle. C'est-à-dire que ça représente le passé en Europe qui a été englouti en fait par la guerre, et donc je pense que ça a cette valeur sentimentale-là. Donc elles vont s'accrocher, la mère puis la fille, à ces manuscrits vraiment comme à un trésor. Or, ce sont des femmes qui vivent avec très peu de moyens dans un appartement rue Spinoza à Tel Aviv, et en fait, elles nourrissent les chats errants. Donc dans cet appartement, ça a été discuté lors des procès, mais il y a 40, 50, 60, on a essayé d'établir chats qui donc viennent manger, errer dans cet appartement qui est littéralement dégoûtant. Eh bien, pour la suite, il faudra le découvrir dans votre livre « J'irai chercher Kafka », une enquête littéraire, même si le gros est clairement dit. Pour les détails, on vient les découvrir dans votre livre. Vous dites que ces textes sont des rescapés, finalement, un petit peu comme les gens que nous avons évoqués il y a quelques minutes. Léa Weinstein, Kafka a beaucoup souffert du fait que son père ne lui avait pas inculqué les coutumes de la religion juive. Il s'en est donc créé une autre, la littérature. Et je me suis demandé si ça, c'était un point commun que vous aviez avec lui.
Alors, ce qui est sûr, c'est que mon père ne m'a rien transmis. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque en général, ce qui se passe, c'est que quand il y a Rosh Hashanah, mon père m'appelle et puis me demande. Je raconte toujours ça parce que c'est vrai que ça dit exactement. Il me demande à moi pourquoi les gens lui souhaitent une bonne année en ce moment. Alors que on n'est pas du tout le 1er janvier. Donc, le dénominateur pour vous commun, dire il est là. Voilà, l'absence de transmission. Et alors, nous avons évoqué beaucoup de choses. Forcément, nous avons parlé de Kafka, de Dalida, de Simone Veil, de Marceline Leridan, de la Shoah. Et je me suis demandé s'il y avait un dénominateur commun autour de toutes les œuvres que vous avez traitées, Léa Weinstein. Et alors, 2 questions en une. Est-ce que vous diriez que vous avez une appétence pour les artistes un peu maudits, les destins un peu cabossés, qui cachent une fragilité, mais aussi par les personnes arrachées à leur terre et leur patrie? J'y avais jamais pensé, mais je pense que, en effet, l'exil est quelque chose qui me travaille beaucoup. Pourtant, je l'ai pas vécu dans ma vie, mais j'ai jamais bougé. Mais je pense que l'exil, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont Kafka parle dans son journal souvent et dans sa correspondance. Lui non plus l'a pas vécu. Mais l'exil, ça peut être intérieur aussi. Et donc, on peut aussi avoir ce sentiment-là de parfois être arraché à soi ou devoir quitter une partie de soi. Voilà, en tout cas, ouais, cette idée d'une trajectoire. Et puis, je trouve que c'est toujours tellement riche, les biographies de celles et ceux qui ont traversé comme ça des territoires et des frontières. Et c'est le cas de ces manuscrits, justement, qui vont faire des allers-retours entre l'Europe et Israël. Il y a la Shoah dans votre famille, Léa Weinstein. Oui, la Shoah est très présente et donc... La réponse est là. Ouais. La réponse est là. Allez, dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. J'ai massacré le temps, je vais me faire tuer par Kevin Derblum. Tout de suite, c'est la chronique Flashback. Bonjour Kevin et pardon. Eh bien, pas de souci. Bonjour Cyrielle et bonjour Léa Weinstein. Dans cette chronique, nous allons parler de vos goûts artistiques et culturels du moment et on commence en musique comme d'habitude. Alors non, je disais simplement comme d'habitude pour ne pas dire comme toujours. On commence donc comme toujours en musique avec une artiste que vous aimez tout particulièrement, Léa Weinstein, au point de lui consacrer un documentaire sur Arte Radio. Vous l'aurez compris, je parle de la chanteuse italienne d'origine égyptienne, la grande Dalida, et d'une de vos chansons préférées de cette artiste, Ciao Amore Ciao. Autant annoncer tout de suite la couleur, l'histoire de la chanson Ciao Amore Ciao est loin d'être drôle. Flashback, nous sommes en janvier 1967 lors de la 17e édition du festival de Sanremo. Dalida, qui est alors une star confirmée en France, monte sur scène pour accompagner Luigi Tenco, un auteur et compositeur interprète italien. Tenco est l'auteur qui monte dans la nouvelle scène italienne. À cette époque, Dalida et Luigi Tenco entretiennent secrètement une relation. Ensemble, ils vont interpréter une chanson écrite et composée par le jeune artiste, Ciao Amore Ciao, lui en italien, elle en français. Le single sort justement avant l'événement en début d'année en quelques langues, français, italien, allemand, et est un succès un peu partout dans le monde, dans les top 10 comme en France, au Canada ou en Italie. Mais la soirée de Dalida et de Luigi Tenco au festival de Sanremo ne se passe pas comme prévu. Le chanteur, qui a abusé de l'alcool et des tranquillisants, délivre une prestation poussive. Celle de Dalida est très applaudie mais ne parvient pas à sauver le duo qui est éliminé dès le premier tour du concours. Quelques heures après leur prestation, Luigi Tenco se donne la mort en se tirant une balle dans la tête dans sa chambre d'hôtel. C'est Dalida qui le trouve. On découvre alors la liaison qui unissait fortement les deux chanteurs. Quelques semaines plus tard, Dalida tente à son tour de mettre fin à ses jours dans un hôtel pour retrouver son amour, mais on la sauve. Elle reste quelques jours dans le coma. À son retour, elle reçoit des milliers de lettres d'admirateurs à travers le monde qui lui dévouent un amour inqualifiable. Mais Dalida est dévastée. Elle remet un peu tout en question, même sa carrière. Ciao Amore Ciao deviendra une chanson culte en Italie où le couple Dalida-Tenco se fera attribuer le nom de Roméo et Juliette. Dalida continuera de faire connaître la chanson, la gardant dans son répertoire tout au long de sa carrière. Et on poursuit en musique avec une autre chanson d'une autre artiste que vous affectionnez, Léa.
En effet, Cyrielle, il s'agit de Régine avec la chanson Les petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Flashback, nous sommes en 1965. Régine enregistre l'un de ses titres les plus connus, Les Petits Papiers, une chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg. Les Petits Papiers est une des 12 chansons que lui a écrites Serge Gainsbourg. Pour la composer, Gainsbourg s'inspire de la chanson Les Petits Pavés. Régine lui rappelait Fréhel, Marguerite Boulcache, dite Fréhel, une chanteuse française qui a marqué la période de l'entre-deux-guerres. Fréhel est leur passion commune. Régine, la reine des boîtes de nuit, est aussitôt conquise par ce titre. La chanson est ponctuée à chaque deuxième strophe du mot papier, suivi d'un adjectif différent à chaque fois. Un soir, dans le célèbre club parisien de Régine, le Whisky à Gogo, Serge Gainsbourg vient avec son épouse chez Régine pour lui présenter son texte. Celle-ci le reçoit en robe de chambre et mal coiffée. Assis au piano, il joue un premier titre, Je te prête Charlie, mais il s'appelle Reviens, qui ne plaît pas du tout à Régine. Et pourtant, Régine l'interprétera tout de même en 1965. Alors Serge Gainsbourg la regarde et sort un papier de sa poche avec des bouts de phrases. Il se met à entonner « Laissez parler, petits papiers ». Alors, imitation du pauvre de Serge Gainsbourg, vous m'excuserez. Régine lui dit tout de go, c'est ma chanson. Régine enregistre cette chanson en une seule prise. Et cette chanson se vend à plus de 240 000 exemplaires. La chanson Les Petits Papiers servira de titre à son livre dans lequel elle se raconte. En 2002, le livre de Régine, Mes Petits Papiers. Et on poursuit, on termine avec de la lecture, Kevin Derblum, et un livre que notre invité a lu récemment. Oui, c'est le livre Le bouquiniste Mendel de Stefan Zweig, mais la réédition qui a été rééditée donc en 2013. Alors, de quoi parle ce livre ? Eh bien, à Vienne, dans les années 20, un homme se réfugie dans un café pour échapper à une averse. Pris d'une impression de déjà-vu, il réalise que bien des années auparavant, alors qu'il effectuait des recherches sur le mesmérisme, alors on va faire très court sur le mesmérisme, mais ça vient du médecin allemand Frank Anton Mesmer, qui avait l'ambition de donner une interprétation rationnelle à des phénomènes que l'on peut décrire sous le terme général de transe et qui, tels quels, semblent désigner l'irrationnel ou la magie. Je reviens donc à notre histoire. L'homme réalise qu'il avait fait ici même, donc dans ce café, la connaissance d'un vieux bouquiniste juif russe, Jacob Mendel, qui passait sa vie plongé dans les livres et les catalogues bibliographiques. Véritable encyclopédie vivante, le vieil homme connaissait par cœur le titre, l'auteur, les différentes éditions et les prix de tous les livres publiés. Cherchant à savoir ce qu'était devenu Mendel, il apprend que la police l'a arrêté pendant la guerre en raison de ses origines et qu'il a été arrêté pendant 2 ans dans un camp de concentration. À son retour, il avait perdu sa prodigieuse mémoire et était revenu mourir dans ce café où il avait passé 35 ans à cataloguer des livres pour Stefan Zweig. Les livres sont faits pour unir les hommes par-delà la mort et nous défendre contre l'ennemi le plus implacable de toute vie, l'oubli. Merci beaucoup Kevin Derblum pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est la pause, bien évidemment, le journal de l'info, le coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini, et puis l'introspection. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Si je vous dis Pourim, vous dites Matanot Laevionim. Et si je vous dis Matanot Laevionim, vous dites Vahadar Abanim. En donnant au Vahadar Abanim, votre don sera redistribué le jour même de Pourim, en toute discrétion, aux familles les plus nécessiteuses d'Israël, par la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, un don 100% Tzedaka. Plus de 6000 familles attendent votre aide. Alors n'attendez plus. Faites votre don par téléphone au 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vahadarabanim.org. Pourim Sameach. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 164e jour de guerre, l'armée israélienne opère à nouveau à l'hôpital Shifa de Gaza pour contrer les activités du Hamas. Plus de 80 terroristes ont été arrêtés dans l'établissement de Gaza City dans le cadre de l'opération qui a débuté dans la nuit. Un haut responsable de la sécurité intérieure du Hamas, Faak Marbour, a également été éliminé à Shifa. Ce matin, Tsahal a demandé aux terroristes de quitter l'hôpital et de se rendre. L'hôpital qui servirait toujours aux terroristes en ce 164e jour de guerre
guerre et malgré une opération israélienne de grande ampleur achevée il y a déjà 4 mois dans le secteur. Sur le front nord, les alertes à la roquette ont retenti en Galilée, notamment à Yesod Amaala cet après-midi. Des alertes déclenchées par des débris de missiles tirés depuis le sud du Liban et interceptés par Tsahal. Tsahal qui a ciblé des bâtiments du Hezbollah à Ramia et à Nakora, toujours dans le sud du Liban la nuit dernière. Les négociations pour la libération des otages se poursuivent au Qatar. Le Qatar où se rend justement aujourd'hui le chef du Mossad David Barnea. Les négociateurs israéliens craignent toutefois que les familles des otages aient l'illusion qu'un accord soit proche, ce qui est loin d'être le cas, Pascal Sunshine. Des négociations qui s'annoncent longues et compliquées puisque chaque point discuté devra être relayé par les médiateurs aux émissaires du Hamas à Doha, qui devront à leur tour le transmettre à Yahya Sinwar à Gaza et attendre sa réponse, ce qui fait que chaque échange devrait durer ainsi au moins 24 heures, ce qui pourrait étaler les négociations sur au moins 2 semaines. On parle toujours d'un cadre de 42 jours de trêve pour la libération de 40 otages dans une première phase. Tout le reste, et notamment les exigences du Hamas sur les terroristes libérables ou sur le redéploiement de Tsahal, présagent des discussions difficiles. Et ce sont le chef du gouvernement israélien et son ministre de la Défense qui trancheront sur les aspects stratégiques de la négociation qui va donc commencer tout à l'heure au Qatar. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Ailleurs dans le monde, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie sans surprise face à des rivaux symboliques. D'après la Commission électorale centrale de Russie, le président russe a obtenu plus de 87% des voix. Il faisait face à 3 challengers symboliques qui n'ont récolté eux que 11% des suffrages. Tôt ce matin, lors d'une brève allocution, Vladimir Poutine s'est félicité de sa victoire pour un 5e mandat, tout en mettant en garde la France. On l'écoute. Les militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons. On entend parler français et anglais sur place. Il n'y a rien de bon là-dedans. D'abord pour eux parce qu'ils se font tuer et en grand nombre. Et si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée. J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifique. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n'est pas encore perdu. Le président russe dans une allocution télévisée. Et pour le ministère français des Affaires étrangères, les conditions d'une élection démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies en Russie. En France, justement, on revient sur cet attentat qui a été déjoué dans un collège de Côte d'Or vendredi dernier. Un élève de 15 ans à Chenôve, dans la banlieue de Dijon, a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Il avait été arrêté vendredi après avoir intimidé la principale de l'établissement avec un couteau sans la blesser. Cette dernière avait réussi à fuir son bureau, permettant ainsi le déclenchement de l'alarme intrusion. Les procédures de sécurité ont bien fonctionné, a tenu à souligner la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, en déplacement ce matin dans le collège. Tout cela, la principale me le disait, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de travail. C'est parce que nous avons des plans de prévention de mise en sécurité qui ont été activés dans cet établissement, qui avaient fait l'objet de répétitions et de mise en œuvre, que lorsque l'événement s'est produit, la principale a eu l'extraordinaire réflexe et courage de faire ce qu'il fallait faire et les professeurs ont su ce qu'il fallait faire avec les élèves. Donc au fond, ce que je voudrais dire ici, c'est que lorsque les procédures sont mises en œuvre, lorsqu'elles fonctionnent, cela peut sauver des vies, c'est important ici à dire. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale en déplacement à Chenôve. Enfin, le président Emmanuel Macron invite ce soir à l'Élysée le CRIF qui célèbre son 80e anniversaire. Un anniversaire célébré dans un contexte de hausse des actes antisémites en France. Le chef de l'État prononcera un discours tout comme le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Ce sera à partir de 18h dans le palais présidentiel. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin seront également présents. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause, et c'est la suite de notre émission avec mon invité Léa Weinstein et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Une paire
pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grande marque. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Si je vous dis Purim, vous dites Matanot Laevionim. Et si je vous dis Matanot Laevionim, vous dites Va'adar Abanim. En donnant au Va'adar Abanim, votre don sera redistribué le jour même de Purim, en toute discrétion, aux familles les plus nécessiteuses d'Israël, par la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, un don 100% Tzedaka. Plus de 6000 familles attendent votre aide. Alors n'attendez plus. Faites votre don par téléphone au 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadarabanim.org. Purim Sameach. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de nous rejoindre ou d'être resté avec nous si c'est le cas. Avec notre invitée aujourd'hui, Léa Weinstein, pour son ouvrage J'irai chercher Kafka, sorti aux éditions Flammarion. Et maintenant, nous allons passer à une séquence particulière, l'introspection. Avec vous, Léa Weinstein. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Léa Weinstein, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? J'apprendrais 2 choses que j'ai pas suffisamment apprises ou pas du tout apprises au moment où il fallait le faire. Chanter et l'hébreu. Ça, c'est un grand regret. Bon, vous allez me dire, tout le monde me dit que c'est pas trop tard et tout ça, mais en fait, c'est un peu trop tard. Un conseil que vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? N'aie pas peur. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? Ou quel est, hein ? Ouais, franchement, c'est plutôt. Je trouve que ça va plutôt en s'améliorant. Non, je suis quand même nostalgique. Peut-être pas de mes 20 ans. 20 ans, je trouve que c'est quand même difficile. On est perdu, on a l'impression qu'on doit faire des choix et qu'il faut pas se tromper. Et puis je fumais beaucoup trop de cigarettes enfin, j'étais pas dans une bonne forme, je pense, à l'époque. J'étais trop dans la métaphysique, peut-être. Je me sens plus heureuse aujourd'hui, mais peut-être nostalgie des 30 que j'ai un peu dépassé déjà. Y a-t-il une chose, de prime abord, pas possible de résoudre, mais que vous avez résolu ? Une chose compliquée. Je pense que ce qui était compliqué pour moi dans mon cheminement professionnel, et puis comme c'est un métier passion, c'est au-delà du professionnel, c'est un vrai cheminement de vie. Ce qui était compliqué pour moi, c'était de me positionner par rapport à mes parents qui ont tous les deux fait de la radio, ce que j'ai eu envie de faire, qui tous les deux écrivent ce que j'ai voulu faire. Donc voilà, faire partie d'un univers commun, être dans une forme de continuité et puis en même temps exister par moi-même, c'était pas évident. Qu'est-ce que vous aimeriez alors faire aujourd'hui, Léa, mais que vous ne faites pas ? Mis à part apprendre l'hébreu. Chanter. Et chanter. Non, mais ça fonctionne aussi. Y a-t-il une chose que vous avez réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? J'ai publié un livre sur Kafka, je suis très fière. Et je suis d'autant plus fière que mon père, justement, m'a dit la semaine dernière que quand il était jeune étudiant en lettres, il avait eu le projet d'écrire sur Kafka et qu'il avait rempli plusieurs carnets, etc. Et qu'il avait laissé tomber parce qu'il s'était laissé impressionner par le sujet, en fait. Et donc il m'a dit là, comme une espèce de... La carte postale est sur le livre, voilà. Et tu résous quelque chose, finalement un rêve inachevé. Ouais. Si je vous parle d'amour alors, Léa Weinstein, comment ça résonne ? Comment ça résonne ? L'amour, ça résonne très fort, c'est ce qu'il y a de plus important, l'amour. Si
Si vous pouviez changer une chose, une seule, soit sur votre corps ou bien sur votre personnalité, que choisissez-vous ? J'aimerais bien être plus grande. Si vous étiez alors présidente de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? La première mesure que je prendrais si j'étais... Faire entrer Kafka au Panthéon. Non, redonner, recréer, je pense, un vrai, grand et beau ministère de la culture et de l'éducation. Je pense que le moment où Jack Lang a eu ce double ministère et où les deux entités ont été réunies a été un moment important de la politique culturelle en France. Pour terminer ce questionnaire, Léa Weinstein, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? J'aimerais qu'ils retiennent peut-être la possibilité de chercher des traces, de pas en rester au silence et de pouvoir chercher, trouver des traces. Cette idée de la trace et de la mémoire, elle compte vraiment pour moi. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Sirène. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On découvre une pop splinesque, comme vous dites, et envoûtante. Vous avez sorti un premier EP, La Créature, sorti en novembre 2022, et vous révélez un nouveau titre, Caméléon, que nous sommes en train d'écouter, issu de votre deuxième EP, Métamorphose, au pluriel, d'où la synchronicité entre vous avec notre invitée aujourd'hui. Amoureuse de Kafka, on écoute et on revient. D'essayer de caméléon, je vends mon âme sans condition, pour être celle que je ne suis pas, récolter des fruits dont je ne veux pas. Je suis un caméléon, je vends mon âme sans condition, pour être celle que je ne suis pas, récolter des fruits dont je ne veux pas. Je suis la championne de l'imitation, celle qui se plie en quatre et dit jamais non, même quand taper c'est ton pantalon. Pour faire plaisir je fais le dos rond. T'en as pas marre de ce putain de filtre, de rester muette comme une huître, juste pour paraître celle qui est bien, qui rentre dans une case qui ne vaut rien, qui ne vaut rien, qui ne vaut rien. Je suis un caméléon. Je vends mon âme. Et donc on écoute le titre Caméléon, issu du deuxième EP de Sirène, avec un CY comme Cyrielle, donc de cet EP qui s'intitule Métamorphose. Qu'est-ce que vous dites, Sirène, dans cette chanson, et puis que vous avez envie de dire surtout dans cet album ? Alors, particulièrement dans la chanson Caméléon, je parle du fait d'essayer d'être soi-même et de ne pas être ce que les autres attendent de nous que l'on soit, ce qui a été quelque chose d'assez compliqué pour moi à faire il y a de cela quelques temps. Ça va mieux aujourd'hui, mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire parce que je voulais correspondre à une entité, à un groupe, être comme les autres. Comme les autres, exactement. Comme les autres. Dans cette EP, il est dit que c'est au-delà d'être intimiste et de votre vécu, un voyage introspectif fort avec des thématiques qui sont le consentement, le regard des autres, l'affirmation de soi ou encore le rapport au corps. Vous sortez un autre titre également, Tapis, Métamorphose, aussi superficielle, et vous décidez aujourd'hui de nous interpréter en direct Tapis, je crois accompagné par Nathan à la guitare. Bonjour Nathan.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en direct. On veut bien le découvrir, on fait un couplet-refrain, ça vous va, quelque chose comme ça ? Tout à fait. Allez, c'est quand vous voulez. Quand tu veux. L'eau lisse à la surface, mais quand tombe la pluie, les ondes se dessinent, puis disparaissent sans laisser de traces. Je suis cette eau impassible, au caractère hypersensible. Les orages me secouent au-dedans, je range les dégâts scrupuleusement. J'ai un endroit secret où j'entasse toutes les choses qui m'ont blessé. C'est un tapis de velours, j'y glisse mes tracas dessous. Magnifique, merci beaucoup pour ce direct Sirène en direct sur Radio J. Au départ, il y a eu un premier EP, La Créature, qui vous a donné envie très vite de créer ce deuxième EP. Quelle est la différence, la progression entre le premier et le second ? Le premier EP, c'était vraiment un socle d'écriture, de composition. C'est-à-dire que je suis arrivée voir Nathan en disant « Écoute Nathan, voilà, là j'ai envie d'écrire mes chansons, de composer mes chansons. » Donc je savais très bien ce dont j'avais envie de parler. Mais en termes d'univers musical, on était sur quelque chose, on va dire, d'assez classique entre guillemets, c'est-à-dire que je n'avais pas affirmé mon univers musical, je savais que je voulais faire de la chanson, grosso modo, et on a composé de super chansons, mais il manquait ce petit quelque chose qui faisait que j'avais ma patte artistique. C'est ça, et vous avez choisi une poésie sensible avec une douce mélancolie, comme on est en train de le découvrir à présent sur Radio J. Vous serez en concert à la Dame de Canton le 3 avril prochain, donc il faut venir, c'est à Paris, on n'a pas d'excuses. L'EP est sorti il y a tout juste 3 jours, donc il est tout chaud. J'imagine qu'on peut le découvrir sur toutes les plateformes de streaming. Tout à fait. Avec un clip qui est sorti pour la chanson Superficielle, qu'on va laisser le soin aux auditeurs de venir découvrir. Et on va découvrir maintenant Métamorphose, qui est quand même un peu la pierre angulaire entre vous et notre invité aujourd'hui. Apprivoiser cette nouvelle esquisse. Chaque mois l'appréhension du tissu qui s'éteindrait d'un rouge vermillon et qui de honte me couvrirait. Métamorphose, parfois morose, le mois d'hier s'est envolé. Parfois je voudrais le rattraper. Métamorphose. Aujourd'hui, Sirène, est-ce que vous vivez de votre musique ou pas encore ? Et s'il y a un coup de pouce, c'est à vous de le dire. Je ne vis pas encore de ma musique, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais faire de la musique et être artiste indépendante, c'est un chemin long. Il faut être persévérant, tout coup de pouce est bienvenu. En tout cas, j'estime que je suis en constante progression et que j'ai encore beaucoup de choses à faire découvrir. Je suis déjà en train d'écrire de nouvelles chansons et
voilà, je suis très enthousiaste pour Donc la si suite. un producteur, un label passe par là aussi, ce serait pas de refus, j'imagine. En attendant, on vient vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sirène, CYRENE, musique QUE en français pour Instagram. Pour Facebook, c'est Sirène tout court. Et pour TikTok, Sirène Musique, encore une fois en français. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. C'était un bonheur de vous découvrir. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Léa Weinstein, j'espère que Joseph Agostini n'a pas tout dit, parce que je sais que vous vous connaissez forcément, et j'espère que vous ne savez pas ce qui vous attend. Ah non, je savais pas. Vous n'avez rien dit. À tel point, je n'ai pas prévenu Léa et je me suis dit que peut-être elle ne savait pas. Alors, que j'ai je dit au serais là. téléphone, je dis à Léa, vous n'appelez pas Joseph Agostini, parce que sinon c'est de la triche. D'accord, ok. Donc c'est de ma faute si elle n'a pas prévenu. Très bien. Et Bon, mais on ne s'est pas prévenu mutuellement. Et bah, très Ce qui bien. est Je trouve ça formidable. super parce que la découverte alors reste entière. On va débriefer ces minutes passées, ou presque entières. Tout de suite, on va débriefer ces minutes passées ensemble. Et donc, c'est votre portrait, Léa, vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Alors, pour commencer, j'ai évidemment noté les trois mots, les trois maîtres mots, midinette, intellectuelle et rêveuse. Des mots d'intellectuels qui assument tout, car les vrais intellectuels assument leur côté midinette. Il n'y a que les imposteurs, les escrocs des sentiments qui refoulent leur sensiblerie. Effectivement, on ne peut pas refouler quand on est honnête, quand on est tout à fait honnête. Alors Léa, vous nous avez dit que la radio, le studio de radio avait pris la place de la chambre parentale dans vos rêveries d'enfants. Et je crois que ça forge une carrière et une vie de femme, cela quand la radio devient un vivier de fantasmes dès le plus jeune âge. J'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue psychanalytique parce que finalement de quoi devenir insomniaque peut-être, mais aussi rêveuse puisque la boucle est bouclée. Vous êtes Léa Weinstein, celle qui attend que Kafka écrive, réponde à un amour idéal un jour. Oui, j'ai compris au fil de cette émission que vous attendiez une carte postale de Kafka en réalité, mais une vraie carte postale, car vous êtes si passionné, si monomaniaque que vous attendez une carte postale avec non seulement l'esquisse d'un homme qui ricane, mais aussi une déclaration d'amour, enfin réciproque. Mais il y a, disait Lacan, il n'y a que des amours réciproques, donc je crois que Kafka vous aime, au fond. Vous savez, ça me fait penser à Paris vous aime quand on arrive à l'aéroport d'Orly. Mais je crois que Kafka vous aime. Il y a quelque chose, en tout cas, d'un amour. Il serait temps qu'il rende un peu quelque chose. Vous avez tout dit. Alors, vous écrivez. Alors, je me suis surpris à rêver, justement, que vous écriviez un ultime livre sur lui qui s'appellerait Métamorphose d'un amour. Histoire d'un amour, c'était déjà pris. Métamorphose d'un amour qui pourrait être effectivement le moment où d'un coup il y a quelqu'un qui répond et Kafka répondrait. Alors Léa, bon, tout ça c'est du chichi, c'est du pipi de chat. Si on compare à ce que j'ai envie de vous dire depuis le début de l'émission, que vous m'aimez au moins. C'est ça. Oui, et comment je vous aime. Alors attendez, on est frères et sœurs en fait. Même si ma mère n'est pas Laura Adler et mon père n'est pas Léa Weinstein. Papa, maman, si vous me regardez, rassurez-vous. Alors non, effectivement, on est un peu frères et sœurs parce que, bon, voilà, vous avez parlé de rêve dans cette émission, la rêveuse qui intellectualise les flâneries de Vinilette. Je trouvais ça très beau. Et je dois vous dire, Cyrielle, bon, vous le savez, que Léa Weinstein est venue un jour dans mon cabinet pour me demander pourquoi j'avais aussi des velléités de garçon sensible. Bon, c'est-à-dire, voilà pourquoi, en fait, j'avais écrit Dalida sur le divan, ce qui revient exactement au même. Bon, voilà. Et oui, vous ne vous intéressez pas qu'à l'écrivain de la détresse respiratoire, Léa Weinstein, vous vous passionnez aussi pour la chanteuse de la détresse tout court. Puisque, c'est vrai, Dalida n'a pas demandé à Orlando de brûler tous ses disques. Ça, je trouve que ça aurait été très classe. Mais je me suis dit quand même. Et alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ça confinerait au génie d'Orlando, parce que je me demande quand même, c'est finalement le point commun entre Dalida et Kafka, c'est que peut-être Max Brod et Orlando ont fait en sorte de nous les montrer, de nous les divulguer
ces objets perdus, infiniment mélancoliques qui nous rappellent nos pères et nos mères mêlés, ces objets, ces idoles à brûler sous peine d'y passer nos vies, mais sans peut-être leur demander leur entière autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai. En fait, Dalida comme Kafka ont eu à la fois un désir immense d'être aimé, d'être lu comme ou d'être nous deux, écouté, hein, voilà. Comme nous, sauf qu'on, comme nous je sais trois. pas si on leur arrive à la cheville, mais bon, c'est pas Je crois quand même. Si on s'y met à 3, je pense qu'on peut y Ça arriver. peut être pas mal, on peut s'arranger. Oui. Non, et en effet, ils ont été à la fois trahis et sauvés. Oui. Donc elle par son frère et puis lui par une sorte de demi-frère aussi. Et en fait, que ce soit Orlando ou Max Brod, aujourd'hui on les connaît pourquoi ? Ouais. On les connaît pour l'œuvre des autres. Ouais, pour l'œuvre des autres. Absolument. On les connaît. Et alors ça, c'est très intéressant si on pousse justement l'interprétation jusqu'au bout. C'est la trahison qui sauve. Exactement. Ah, tout est dit quand même, autour de comment il faut forcer un peu l'imaginaire parental pour se délivrer et comment il faut un peu trahir au fond pour exister. Quelle jolie phrase. C'est beau. Je l'improvise. On m'a en plus. dépassé la cheville là, je crois. Oui, c'est vrai. J'ai mon talon d'Achille qui enfle. Alors, en attendant d'entendre votre premier album en hébreu, avec une voix cassée d'ancienne fumeuse qui prendrait le ministère de la Culture, minimum. Moi, je trouve qu'il faut lui donner le ministère de la Culture, c'est réel. C'est une très bonne idée. Bon, très bien. Donc, en mettant enfin Dalida à la place à laquelle elle aurait toujours dû être, Marianne de la République. Et vous savez qu'elle avait refusé. Ah bon ? Et on a eu Brigitte Bardot à la place, no commands. Donc, en attendant tout cela, Léa, je vais lire Kafka, je vais m'y plonger et vous y retrouver, car au fond, écouter Dalida, lire Kafka, c'est retrouver ceux qui les aiment passionnément. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Eh bien, merci Joseph Agostini pour ce très beau portrait à votre manière, j'ai envie de dire. Et alors, vous m'avez caché quelque chose. Et le soir où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Ça, c'était mon dernier Olympia, c'est ça, C'est comment ça. vous avez eu ces sons si bien merveilleux retrouvé dans le très bon podcast Dalida et moi sur Arte Radio. Voilà pour la publicité. J'ai trouvé vraiment ce podcast extrêmement excellent. Et puis, alors quand on vous entend chanter Joseph Agostini, j'étais conquise. Merci pour Merci ce beau Cyrielle, mais vous portrai. chantez pas mal non plus. Non, je non. vous ai Il entendu chanter pas Dalida. au départ. Ça a été Vous l'objet avez d'une longue insisté. négociation. C'était une grande ambivalence. Oui, exactement. Il voulait que je brûle tout. Alors que vous brûliez tout, mais il vous dit quand même, Joseph Agostini, je chante très bien Dalida. Eh oui, mais ça, alors c'est avec difficile. un aplomb Mais je crois qu'on incroyable. y est tous passés en tant que fans. C'est très difficile de ne pas Je suis bien chanter. d'accord. Allez, on va faire un karaoké ensemble très Avec bientôt. plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Léa Weinstein, venue nous voir pour votre ouvrage J'irai chercher Kafka avec la musique de Dalida. Donc ce livre sorti aux éditions Flammarion. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Je suis très heureuse d'être venue. Je vous remercie, Cyrielle. J'ai l'impression qu'il y a des liens magnifiques qui ont été faits. Ça me donne plein de force et c'est un bel endroit. Bravo à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va devenir copines, on l'a dit en début d'émission. Merci à l'artiste Sirène d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, accompagné par Nathan à la guitare, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Joseph Agostini et Kevin Derblum. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, l'écrivain Nicolas Ray. À demain, belle journée à tous sur Radio J. De ne pas vivre